Bonjour à tous, je suis Arnaud Romanet-Pérou, fondateur de la plateforme de crowdfunding immobilier Upstone et professeur de finance immobilière. J'ai créé le podcast Des briques et des brocs pour échanger avec des professionnels de l'immobilier sur leur parcours, leur expérience, les thématiques du moment et les fondamentaux du secteur. Le but de tout ça, tout simplement vous donner accès à un maximum de savoir et de connaissances sur le secteur. Bonne écoute! Dans cet épisode, je reçois Norbert Fanchon, président du directoire du groupe Gambetta. Il nous présente la vision coopérative de son groupe, orientée vers la construction de logements en accession. Nous discutons de la transformation de bureaux en logements, un sujet récurrent dans les médias, afin de comprendre si c'est une vraie bonne idée ou juste un élément marketing. Bonjour Norbert, merci de venir sur ce podcast pour évoquer un sujet récurrent dans l'industrie immobilière qui déchaîne les passions. Alors on va parler du logement, on va parler un petit peu de vous, on va parler du logement, on va parler de cette fameuse transformation de bureau en logement qui est un sujet qu'on voit réapparaître de façon régulière, et on va discuter un petit peu de ce modèle et de la pertinence de ce modèle, puisque vous avez un point de vue qui peut... en tout cas une vision qui peut un petit peu détonner par rapport au caractère ambiant. Alors je vous invite à vous présenter rapidement peut-être dans un premier temps. Bonjour, Norbert Fanchon, donc je dirige un groupe qui s'appelle le groupe Gambetta, qui est un promoteur coopératif implanté dans la plupart des métropoles en France, qui produit 1000 logements par an et qui a la spécificité d'appartenir à ses salariés. D'accord. Donc d'où le côté coopératif. Exactement. Ok, super. Alors, vous produisez du logement. Oui, en accession, en Ile-de-France, à Nantes, à Tours, à Nice, à Marseille, plutôt orienté vers l'accession à la propriété. D'accord. Que l'investisseur. C'est aussi dans l'ADN coopératif, on est là pour loger les gens qui vivent, travaillent sur les territoires, plus qu'on considère vraiment le logement comme faisant partie de la vie des Français et de l'aménagement du territoire, plus que comme un produit financier, donc un produit pour investisseurs. Donc l'idée, c'est plutôt de répondre aux besoins primaires du logement qu'aux besoins financiers des investisseurs. D'accord. Exactement, de ceux qui ont trop d'argent et qui ne savent pas quoi en faire. D'accord, qui ont d'autres problèmes. Super. Et donc à ce titre, vous avez fait des récentes interventions, notamment pour évoquer un peu les chiffres du logement, les récents chiffres du logement, avec quelques chiffres qui peuvent paraître ou qui sont alarmants, qui peuvent paraître, j'ai toujours tendance à nuancer, mais qui peuvent paraître alarmants. Donc on est structurellement en déficit de logement, on le dit tous les ans en France, et la situation n'a pas l'air de s'être arrangée depuis l'année dernière. Alors c'est un vaste débat à lui tout seul. Le marché du logement a perdu 25% en termes de réservation l'année dernière, c'est-à-dire qu'on est passé de 400 000 nouveaux logements à 300 000. Et les nouveaux permis de construire, on est une baisse sur 35%. Donc on a une baisse de la production et l'avenir, il est pas bon puisque les permis de construire, c'est les logements de demain. Et donc on voit que les permis de construire, on en produit moins que de réservation. Après, il faut effectivement nuancer les choses. Sur un an, c'est une baisse importante. C'est une année particulière, 2020, je ne vais pas la réinventer. Mais aujourd'hui, il vaut mieux produire du logement qu'avoir un théâtre ou un restaurant. Il faut être malgré tout. Déjà, ça nuance. Et puis, on fait une baisse sur un marché historiquement haut. C'est-à-dire que le marché du logement, il est composé historiquement 100 000 logements en promotion privée, 100 000 logements en HLM et 200 000 logements sur de la maison individuelle, pour être très, très synthétique. Depuis 5 ans, on est plutôt à 150 000 logements en promotion privée et 150 000 logements en maison individuelle. Donc on a un marché de l'immobilier privé, donc du collectif, dans les métropoles qui a pris 50% depuis 2015, et un marché en régression qui est la maison individuelle. En fait, ce qui se passe en 2020, c'est plutôt un rééquilibrage de ces marchés. Donc sur une période longue, rien de grave. Sur une période courte, la baisse est sévère et rapide. Donc c'est inquiétant. Mais le pire n'est jamais certain, et donc il faut voir comment les choses évoluent. Et puis l'année prochaine est une année d'élection présidentielle, donc beaucoup de choses vont jouer l'année prochaine. D'accord. La baisse alors c'est la baisse d'instruction des permis de construire, la baisse de délivrance des permis de construire. Délivrance des permis de construire. D'accord. Ça, donc on a eu les élections municipales l'année dernière. Ouais. Donc est-ce que c'est un facteur qui a joué ? Est-ce que c'est un début d'explication ? Est-ce que alors on parle des cycles généralement où ça ralentit toujours un petit peu avant les élections, et est-ce que c'est un phénomène qu'on a observé, ça ? Oui.
Et après, on parle de la vague verte au sens large. Et alors, moi, du retour que j'ai des opérateurs sur la promotion en France, c'est vraiment un recul que prennent les élus par rapport aux nouvelles constructions, notamment sur la densification, sur les matériaux et sur plein de choses. Voilà, moi, bon. Est-ce que c'est quelque chose qui est généralisé, que vous constatez aussi ? J'organiserai les choses sur 3 façons un peu différentes, mais pas très loin. Les élections municipales, c'est tous les 6 ans. J'avoue, je vous apprends rien. Chaque année, ça perturbe la délivrance des permis de construire, mais d'élection en élection, on anticipe de plus en plus les élections municipales. Donc, avant, on bloquait les permis, les élus bloquaient les permis 3-4 mois avant. Maintenant, c'est plutôt 9 mois, 1 an avant les élections municipales. Donc, il y a une mise en pause de la constructibilité bien avant, beaucoup trop tôt aujourd'hui que ce qui se passait avant. Deuxièmement, et je reviendrai sur la vague verte après, ce qui a perturbé la délivrance des permis, c'est plus l'arrêt de l'administration. Oui. Exactement. En fait, les administrations n'étaient pas prêtes à être dématérialisées, à faire du télétravail. Il y avait un tiers des fonctionnaires qui quand même étaient en télétravail à 100% lors du premier confinement. Et puis, donc ça a perturbé cette délivrance. Et après, faut être conscient que les élus avaient autre chose à gérer que la délivrance des permis de construire en 2020. Il fallait gérer l'accueil des enfants, les crèches, les personnes âgées, tout ce qu'on a dû gérer tous dans l'urgence, mais les élus étaient en première ligne et ont inventé au fur et à mesure. Donc il n'y a aucune critique. Si critique il y a, c'est qu'en septembre de 2020, les instructions n'ont pas repris comme elles auraient dû reprendre, donc d'une façon normale. Donc il y a une vraie pause due à l'arrêt de l'administration par rapport à mon avis, à un problème d'équipement, de télétravail des mairies. Troisième élément, c'est la vague verte que vous évoquiez. Moi, j'intitulerais un peu différemment dans le sens où c'est plus que le béton. Dans les années 60-70, c'était moderne, c'était l'avenir. Aujourd'hui, le béton, ça fait... on détruit la nature, ça fait vieillot, ça fait... anti-vie, quoi. Je pense que le béton n'était pas moderne dans les années 70 et le béton ne détruit pas la nature dans les années 2020. Donc, mais aujourd'hui, dans le public, et les élus ne font que refléter l'opinion publique, eh bien, le béton, c'est pas bien. Et ça, je le regrette profondément parce qu'économiquement, il y a une vraie piste et qui n'est pas, à mon avis, suffisamment étudiée. Alors, donc le béton c'est pas bien, mais on doit quand même construire. Donc les alternatives, ça va être quoi ? Ça va être le bois, les projets un peu mixtes. Alors quand je dis le béton, c'est la construction en général, oui. Parce que la construction bois est très moderne, très tendance, mais aujourd'hui on construit en France quand même essentiellement en béton. Et puis aujourd'hui le bois il y en a plus sur le marché, donc il y a un vrai problème d'approvisionnement. Non, le sujet c'est que oui, il faut construire, mais que personne ne veut construire. On est dans le phénomène NIMBY, Not in my backyard. On veut bien des infrastructures, on veut bien des services, on veut bien des logements, mais pas à côté de chez moi, pas dans mon jardin. Donc là, il va falloir une responsabilité collective si on veut effectivement loger les Français, les loger correctement. Et quand je parle des Français, c'est nos enfants, nos parents, nous, nos petits-enfants. C'est les Français en général, mais c'est nous. Oui, tout à fait. Donc, en fait, voilà, c'est la construction en elle-même dont on se rend compte que finalement, elle est émettrice de nuisances, de pollution, mais comme toute activité humaine, quelle qu'elle soit, de toute façon, même si on la réduit à minima, on a quand même une empreinte. Le tout, c'est de rationaliser peut-être un petit peu ça et de revenir sur des choses un peu rationnelles, quoi. Oui, c'est un vaste sujet sur l'empreinte carbone. C'est si on veut vraiment diminuer l'empreinte carbone, et alors c'est peut-être le sujet de la décroissance, mais je pense pas que ça soit le sujet du podcast. On peut en parler, mais je suis pas sûr d'avoir le niveau pour défendre ce sujet. Moi non plus. Voilà, eux-mêmes j'en suis sûr. Mais le paradoxe, c'est que si on veut diminuer l'empreinte carbone du logement, il faut construire en densité dans les villes. Parce que dans les villes, c'est là aujourd'hui où il y a les infrastructures, les services, les besoins, le travail, le transport, il y a tout. Et donc, si on veut réduire l'empreinte carbone, il faut construire à proximité de ces centres urbains. Et aujourd'hui, la plupart des élus de ces métropoles refusent la densité. Donc, ça veut dire qu'il faut éloigner les constructions, mais qu'en même temps, donc plus on éloignera, plus on va créer de l'empreinte carbone, et qu'en même temps, on veut arrêter l'artificialisation des sols. Et donc,
à tout vouloir, on risque d'avoir une vraie crise du logement. Ce que vous évoquiez tout à l'heure, le chiffre de 300 000 sur la production annuelle de 2020 pourrait être, dans les années à venir, un chiffre plutôt bon, ce qui sera une catastrophe pour le logement des Français, la qualité de logement, et puis le prix. On va faire le lit des rentiers, et le prix de l'immobilier ne va faire qu'augmenter, ce qui va créer des vrais problèmes de logement. Et ce que je vous disais en introduction, c'est que pour nous, le logement, pour nous et pour moi, le logement, fait partie des besoins vitaux. Et j'ai peur qu'on rate le coche. Oui, parce que voilà, c'est toujours un marché d'offre et de demande, et si on n'ajoute pas de l'offre et qu'il y a de la demande, mécaniquement on augmente les prix. Oui. Alors cette densité, c'est une réflexion clé, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pensez qu'il y a un optimum de densité dans les villes à atteindre? Pourquoi les élus en fait ont tendance à pas vouloir surdensifier ou augmenter la densification, on va dire, pour pas employer de terme péjoratif? Alors, ouais, derrière le mot densité, il y a beaucoup de choses qui s'entendent. Et désolé de me répéter, mais derrière le mot élu, il y a nous. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce que les élus ne veulent pas, c'est parce que leurs électeurs le veulent pas. Donc ça c'est quand même une base essentielle de la réflexion. L'idée, c'est pas de leur jeter la pierre, c'est de comprendre pourquoi on refuse cette densité. On se rend bien compte que dans une ville ou une métropole, voilà, il y a beaucoup d'avantages finalement à avoir un optimum de densité avec du logement qui permet d'avoir du commerce, qui permet d'avoir du bureau, qui permet d'avoir des services à proximité. En fait, c'est un peu la ville du quart d'heure dont parle l'économiste dont j'ai oublié le nom, mais qui dit voilà, une ville où on peut tout faire à un quart d'heure de chez soi, c'est potentiellement la ville de demain. Mais voilà, l'étalement urbain, c'est un problème de transport aussi, c'est un problème d'accès aux services, et c'est un problème du coup d'émissions carbone. Et donc pour faire le lien, ou tenter de nous rattraper sur l'idée qu'on voulait développer sur ce podcast, c'est est-ce que la réponse à tous ces problèmes ne serait pas la transformation du bureau en logement? C'est un sujet qui revient régulièrement, alors, dans la presse, dans les modes. C'est un sujet qui est intéressant, qu'on peut trouver pertinent à première vue. Quand on creuse un peu, il est loin d'être évident. On voit quelques opérations malgré tout se faire, mais on en parle tellement que finalement il y a assez peu de choses qui se passent, quoi. Et qu'est-ce qui explique finalement qu'on n'arrive pas à convertir toutes nos tours de bureaux en logement alors qu'on a un besoin criant de logement et qu'on considère que tout le monde va télétravailler, donc on n'aura plus jamais besoin de bureau, quoi. Ça fait beaucoup. Questions. Ouais. Une question. Et pour reprendre sur le sujet d'avant, je pense qu'on est en France, on a deux traumatismes. La construction des villes nouvelles des années 70, donc les tours, les bars, qui étaient signes de modernité en 1970, mais qui aujourd'hui paraissent comme une erreur de l'histoire. Et je pense qu'on juge mal notre histoire sur ce point-là. Donc c'est en ça où on a un problème avec la densité, parce qu'on projette sur quelque chose qui s'est passé il y a 50 ans, mais qui correspondait à un besoin. Et puis le deuxième, c'est qu'on ne sait pas démolir. Alors démolir en France, c'est l'immobilier, je l'acquiers pour moi et je vais le donner à mes petits-enfants, même pas à mes enfants, ça fait partie de... C'est moi, c'est mon héritage. Pourquoi transformer des bureaux en logements, ça ne fonctionne pas? C'est parce que c'est pas fait pour. Voilà, c'est simple, c'est pas plus compliqué que ça. Dire que des bureaux haussmanniens, on va les transformer en logements sans aucune difficulté. Et ça, on peut faire de la com dessus, on va trouver des investisseurs, puisque avant d'être des bureaux, c'était des logements. Oui. Après, il faut s'interroger pourquoi ces logements sont devenus des bureaux. Parce que c'est plus simple de gérer un locataire commercial qu'un locataire individuel, puis ça rapporte plus d'argent. Voilà. Donc, aujourd'hui, retransformer ces bureaux haussmanniens en logements, dont acte, je ne suis pas sûr que ça soit les premiers à être transformés, parce que ce qu'on observe quand même, oui, la baisse de demande en bureaux va être réelle, mais on imagine que c'est plutôt de l'ordre de 25%, donc ce n'est pas non plus la fin du marché. Oui. Et cette baisse, elle ne va pas être dans les sites prime, donc dans le centre de Paris ou dans le centre des villes, là où il y a les bureaux haussmanniens, justement, elle va être en périphérie. Ouais. Et là où on pourrait penser que c'est pertinent de peut-être rajouter ou densifier du logement. Ouais. Voilà. Ouais. Mais qui va aller vivre dans un truc qui n'a pas de surface extérieure, qui n'a pas de fenêtre et qui est en pleine zone artisanale ou industrielle
et donc qui est conçu pour faire du bureau, qui est conçu pour avoir une activité de jour et pas de nuit, et pas pour ouvrir une fenêtre, pas pour boire un café sur sa terrasse, qui va aller vivre là-dedans? À peu près personne. Et donc ça suppose qu'il faut totalement désosser les bureaux, ces bureaux-là, pour les transformer en logement. Donc ça a un coût. Et quand vous additionnez le coût initial du bureau plus le coût de la transformation, je pense qu'on peut produire des logements plus chers dans des endroits de mauvaise qualité que si on disait on va raser, on va réaménager l'espace et on va vraiment construire un quartier de ville. Donc transformer les bureaux en logements, c'est pour moi effectivement beaucoup de bruit pour rien et un joli effet de com', plus qu'une réponse aux besoins de logement qu'on évoquait. Oui, parce que ce qu'on oublie, c'est que les bureaux sont pas tous au bon endroit. Donc déjà, il y a un vrai problème d'emplacement. Les bureaux qui seraient amenés à être disponibles sont dans des zones plutôt business, donc là où en fait il faudrait carrément reconsidérer un écoquartier ou un quartier complet. On dit écoquartier maintenant, c'est pareil. C'est un quartier du quart d'heure. Voilà, exactement. Il faudrait considérer donc transformer cette tour de bureau en logement, mais il faudrait remettre du commerce puis de l'infrastructure pour les personnes qui vont y vivre. Donc en fait c'est un peu plus ambitieux que juste la transformation d'une tour ou d'un bureau. Mais c'est du coup c'est un projet d'aménagement qui est beaucoup plus important et vaste que la simple rénovation d'un bureau-logement. C'est tout à fait le sujet. Et ensuite, donc techniquement, ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'un bureau, c'est fait pour être du bureau. Et c'est pas évident, mais c'est pas, ça s'aménage pas si facilement que ça en logement. On a des plateaux généralement en bureau, donc on a des grands espaces, et intuitivement on pourrait se dire il suffit de partitionner cet espace, mais en fait il est pas forcément, c'est pas forcément aussi évident que ça, d'autant qu'il y a des normes qui vont être contraignantes et qui vont faire que peut-être qu'il y a une bonne partie de l'espace qu'on ne pourra pas utiliser, peut-être que on va pas réussir à optimiser la transformation, ce qui rend le coût complètement délirant de la transformation. Un immeuble de logement, c'est 13 à 15 mètres de profondeur, avec des façades vitrées, parce qu'on vit avec la lumière. C'est comme ça aujourd'hui, et j'espère qu'on va le garder longtemps. Et avec en plus des surfaces qui s'ouvrent vers l'extérieur. Un bureau, ça peut être 20-25 mètres d'épaisseur, parce qu'on accepte des pièces en second jour, parce qu'on va mettre les services, les toilettes, les photocopieuses, les salles de réunion en second jour. Et donc quand vous prenez un bâtiment qui fait 25 mètres d'épaisseur et que vous essayez de faire des trames de logement, et que vous voulez avoir au moins une fenêtre par pièce, et bien effectivement, vous allez vous retrouver avec des T3 qui vont faire 80-90 mètres carrés habitables, et vous allez avoir le même prix de production que quand vous faites un immeuble de logement neuf. Et donc vous allez vous retrouver avec des grands appartements qui vont être très chers. Et donc vous allez pouvoir acheter à 200 000 € un 3 pièces de 60 mètres carrés qui sera aussi agréable à vivre qu'un 3 pièces de 90 mètres carrés qui va coûter 30% plus cher. Donc c'est en ça où je ne crois pas au modèle économique. Oui. Sauf à ce que l'investisseur dise mon bureau il vaut plus rien. Ok, j'accepte que mon bureau vaut plus rien. Et faites-en ce que vous voulez. Mais il faudra que son bureau soit amorti ou qu'il accepte de passer une perte dans ses comptes, ce qui me semble pas être le cas de beaucoup d'investisseurs. Oui, généralement. C'est-à-dire que c'est un métier. C'est ça. Donc là, on rentre sur la considération financière, c'est-à-dire que compte tenu de la quantité de travaux qu'il y a à faire et du prix d'acquisition, le prix de sortie va forcément être assez élevé. Ce qui fait que ce ne sera pas compétitif sur le marché, ou en tout cas on va se retrouver avec des appartements un peu alambiqués qui vont coûter cher, donc commercialement ça va être une tannée à écouler. Donc le point d'entrée c'est l'équivalent du foncier, donc c'est le propriétaire qui doit faire un effort sur son prix, mais à la limite pourquoi il ferait un effort sur son prix s'il n'a pas à le faire. Donc il faudrait conserver cette utilisation de bureau, mais si son bureau est vide, oui, en fait, c'est un aspect offre-demande, mais c'est un marché qui peut être un peu compliqué. Oui, ça va dépendre effectivement de la position financière du propriétaire du bureau. C'est exactement ce que vous dites. Et même s'il acceptait de mettre son bureau à zéro, les bureaux qui sont dans les zones artisanales, transformer ça en logement... On revient sur le problème de la dynamique de l'emplacement qui fait que... On parlait tout à l'heure des élus qui ont une difficulté à signer des permis de construire. Je ne vois pas beaucoup d'élus signer des permis de construire en pleine zone artisanale pour faire du logement, parce que derrière, ils vont avoir des problèmes avec ces nouveaux habitants qui vont se plaindre des nuisances, qui ne vont pas être satisfaits. Et
et qui vont créer des problèmes quotidiens pour l'élu. Donc, il faut considérer le logement comme quelque chose qui facilite la vie et qui fait partie de l'aménagement de la ville. Et pas comme, là on a un problème avec les bureaux, du coup on va le transformer en logement, quoi. Enfin, on ne sait pas quoi en faire, donc on va faire des logements. C'est pas vraiment ça le sujet du logement, quoi. On raisonne un peu à l'envers. Ouais. Oui, on revient sur le fait que les zones artisanales ou les zones qui sont un peu excentrées nécessiteraient quasiment un appel à projet pour une rénovation complète. Exactement. Donc ça, c'est des gros sujets qui peuvent être des intéressants. Propriétaires fonciers différents, il faut les remembrer. C'est du temps. Voilà, c'est ça. C'est certainement très intéressant. Ça demande du temps, de la mobilisation publique parce qu'il faut porter les fonciers, il faut discuter la valeur. Et puis après, effectivement, il faut le transformer. Donc c'est du temps et de l'argent, vous avez raison. Et effectivement, là, on a un phénomène de détournement du bureau. C'est-à-dire qu'on a l'impression, on a eu l'impression, je pense que ça passe un petit peu, qu'on mettrait plus jamais les pieds au bureau. En tout cas, il y a un an, le sentiment de liberté était tel que le télétravail allait faire disparaître complètement le bureau. Au bout de quelques jours, je pense que c'est venu assez vite finalement ce sentiment. Ça dépend de la situation personnelle. Oui, c'est vrai qu'avec des enfants dans les pattes, on peut vite avoir envie de retourner au bureau. Le lien social en fait du bureau et le fait de voir les gens pour travailler, on se rend compte que un modèle hybride a priori peut bien fonctionner, mais on ne croit pas à la disparition complète du bureau. Donc finalement, on ne va pas avoir non plus 100% des surfaces du bureau qui vont se libérer. Et comme vous l'avez dit, les bureaux qui sont susceptibles de se libérer ne vont pas forcément être là où on va pouvoir faire du logement. Exactement. Donc le raisonnement de regardons ce qui se libère et le taux de vacances et dire ça, si on transforme tout ça en logement, c'est magique, il est absolument erroné. Puisque les zones prime c'est des zones prime, donc elles ont toujours la cote, elles sont toujours attirantes et c'est là où les gens vont préférer travailler. Moi je m'étais dit si même les bureaux qui sont dans la zone prime sont un peu moins utilisés, c'est-à-dire que si les utilisateurs se rendent compte qu'ils ont besoin de moins de surface, ça fera de la surface de plus pour les autres, donc elle sera quand même prise par d'autres acteurs au détriment peut-être des zones secondaires, probablement même. C'est clair. Puisque travailler en centre-ville, c'est toujours une facilité d'accès pour les employés que d'être dans un choix stratégique de périphérie, quoi. C'est clair. Donc c'est bien ces bureaux périphériques qui sont susceptibles d'être disponibles, mais dont on va être embêté parce que finalement, on ne va pas savoir quoi en faire à court terme, quoi. Oui, et puis on l'évoquait en préambule, c'est un sujet, la transformation des bureaux en logements vieux comme chaque crise immobilière. Et à chaque crise immobilière, les investisseurs et ceux qui fabriquent des bureaux disent on ne nous reprendra plus, on fera des bureaux réversibles. Parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et puis à chaque fois, le marché du bureau repart. Parce que on va faire plus de télétravail, mais à la fois, on voit la nécessité maintenant d'avoir des espaces moins partagés, des espaces plus privatifs à l'intérieur des bureaux. Donc on va aussi consommer plus d'espace. Et donc quand le marché du bureau va repartir, il repartira. Est-ce qu'il repartira dans 3, dans 5 ans, dans 6 ans? Ça fait partie des cycles. Mais on oubliera la réversibilité des bureaux comme on l'a oublié en 1996 quand le marché est reparti. Oui, tout à fait. Donc tout ça n'a rien de très original. On en parlait il y a 30 ans, il y a 25 ans, sur les mêmes thèmes. On revient sur des cycles finalement. On oublie et les sujets reviennent à la mode, mais cette histoire du bureau réversible, c'est un peu le mouton à 5 pattes. On se dit, il faudrait qu'on puisse inventer un immobilier qui pourrait tout faire. Et comme ça, quand on a besoin de quoi que ce soit, il suffit de 3 coups de capex et c'est fini. Alors, d'ailleurs, est-ce que c'est possible, même techniquement, ou est-ce qu'on oublie vite parce que finalement, on se fait rattraper par l'économie? Mais j'ai un peu du mal à croire un actif qui serait pensé pour tout. Après, les modes évoluent. On a le commerce avec le e-commerce, on a le bureau avec le télétravail. Et c'est vrai que ce que vous dites abonde dans le sens où on pense qu'on va avoir besoin de moins de bureaux, mais on va utiliser le bureau différemment. Et comme vous dites, avec des espaces communs, puisque quand on va se rendre au bureau, ça va être plutôt pour voir les gens. Donc ça va être des réunions de travail, des réunions, et donc on va l'utiliser différemment et on aura peut-être moins généralement de postes individuels, mais
on aura quelque part quand même besoin de surface. Donc ça reste pas si évident que ça, cette équation. Donc voilà, mais après, quant à savoir si le marché va repartir ou pas, on n'a pas de boule de cristal, donc on verra bien. Oui, mais l'immobilier est habitué à des cycles. On a juste oublié que l'immobilier avait des cycles parce que celui-là a duré 25 ans, 25 ans quasiment de hausse ininterrompue, sauf une petite parenthèse en 2008 avec la crise financière, mais avec un très beau rebond derrière, alors que d'habitude les cycles étaient plutôt de 8 ans. Sur la réversibilité, est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que ça coûte de l'argent? Oui. Et le sujet, c'est où est-ce qu'on prend l'argent? Et pour prendre l'argent, il faut le prendre dans le foncier. Donc, ceux qui peuvent permettre de construire des objets réversibles, ce sont des gens qui vont être capables d'accepter que la valeur du foncier n'est pas celle qu'ils attendent. C'est-à-dire qu'ils acceptent une baisse du prix qu'ils pourraient vendre le foncier parce que la construction va capter cette valeur-là. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas vendre plus cher. Il faudra même, par exemple, une collectivité qui est propriétaire d'un foncier, si elle imagine que ça vaut 1 000 euros sur le marché libre, il faudra qu'elle accepte de le mettre à 500 parce que la différence de valeur va être captée par la réversibilité, par le coût de la transformation. Aujourd'hui, avec la suppression de la taxe d'habitation et l'appauvrissement des collectivités locales, ça va être super compliqué de trouver une collectivité qui accepte de faire ça. Mais c'est des vrais sujets de société, ce qu'on évoque. Ce qui est dommage, c'est qu'on le traite par opportunisme ou en regardant par le petit bout de la lorgnette, alors que c'est un vrai sujet d'aménagement du territoire, un vrai sujet de vie des Français. Et qui mérite une pensée réfléchie et longue. Oui, parce que mine de rien, est-ce que on peut pas tout résoudre avec les avantages fiscaux ou enfin, je dis ça. Ce que vous évoquez, c'est à chaque fois on revient sur le foncier parce que on reste dans une équation économique saine en se disant en fait il faut qu'on paye moins à l'entrée pour qu'on puisse rester compétitif à la sortie. C'est ça. Alors on peut avoir des mécanismes de fiscaux pour essayer d'améliorer la note, mais globalement en fait je suis même pas persuadé que en fait on s'y retrouve puisque ça peut être capté d'une façon différente ces avantages. Donc en fait le vrai problème, en fait la vraie solution c'est le foncier, c'est le prix du foncier. Donc il y a eu des ça fait quelques années, ça fait peut-être plusieurs mandats qu'on en parle, d'essayer de libérer le foncier, de faire baisser le prix du foncier. Et ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, les prix de l'immobilier restent quand même stratosphériquement hauts, on va dire, avec peut-être une baisse qu'on attend, mais qui pour l'instant est plutôt timide. Mais donc, pour revenir sur cette libération du foncier, j'ai pas le sentiment qu'on ait eu vraiment une vague de foncier qui s'est libérée et qui a permis de construire et de densifier. Non, c'est clair. Il y a un phénomène qui est mondial, c'est la métropolisation. Et la métropolisation, c'est pas des promoteurs qui se rencontrent et qui se disent on va construire dans les 10 métropoles en France parce que ça nous fait plaisir. C'est juste mondial, c'est juste la fin de l'ère industrielle. On est passé des villages où tout se passait bien et c'était vraiment la ville du quart d'heure. Après, on est passé dans des villes moyennes et puis la fin de l'industrie fait qu'on arrive aux métropoles avec là où il y a les services, la santé, les emplois. Donc ça, c'est le premier sujet. Et donc, ça veut dire que si on veut rentabiliser le foncier de ces métropoles, parce que les métropoles, elles sont identifiées, c'est clair, il va falloir, on revient à la notion de densité, et la densité, c'est la hauteur. Il suffit de voyager partout dans le monde pour considérer qu'on construit en hauteur des logements, et pas des bâtiments de 30 mètres d'eau, des bâtiments beaucoup, beaucoup plus hauts. C'est ça la question de la densité. Deuxième sujet que vous évoquez, c'est le ruissellement fiscal. Tout ruissellement, enfin, tout avantage fiscal ne finit jamais dans le consommateur final. Enfin, c'est vrai pour l'immobilier. Souvenez-vous de la diminution de la TVA pour les restaurateurs. Vous n'avez pas vu votre addition baisser au restaurant, peut-être au début, mais rapidement on l'a oublié. Ça finit toujours à celui qui est le premier de la chaîne, pas celui qui est en bout, le premier de la chaîne. Le premier de la chaîne dans l'immobilier, c'est le propriétaire du terrain. Bon. Après, le sujet de l'avantage fiscal dans le logement, c'était comment
dans les années 90, on aidait à sortir les institutionnels qui avaient 1 million de logements en France, qui voulaient absolument sortir de ce patrimoine-là. Comment on trouvait un remplaçant à ces institutionnels? 1 million de logements sur un parc qui doit faire 18 millions, c'est colossal. Donc comment on trouvait un remplaçant? Le remplaçant, c'était les particuliers. D'où les lois fiscales, les premières, les de Robien, Besson, ainsi de suite. Donc où les personnes physiques, vous et moi, on a remplacé les institutionnels, les assurances. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le choix qui a été fait. Et aujourd'hui, revenir en arrière est très compliqué. Pourtant, c'est un sujet qui revient aussi, pas aussi souvent que la transformation de bureau en logement, mais faire venir l'institutionnel sur le logement, c'est des choses qu'on évoque régulièrement. Oui, et c'est très à la mode aujourd'hui parce que ces institutionnels ont beaucoup d'argent, ne savent pas où le placer, ont des problèmes de rentabilité. Ils mettaient beaucoup d'argent sur le bureau, plusieurs dizaines de milliards. Aujourd'hui, ils ont quand même ils ont des doutes. Ils voient bien ce qu'on évoquait tout à l'heure, qu'il y a un stock. Oui, il faut le recycler. Est-ce que la construction neuve, comment va jouer la construction neuve par rapport à stock? Eux-mêmes détenant ce stock. Donc, c'est pas simple pour eux. Et donc, ils ont envie de venir sur le résidentiel. Il y a 25 ans, il ne faut pas oublier non plus, là encore, ils possédaient 1 million de logements et que ça a été très compliqué pour eux, et voire dans la douleur, de sortir de ce patrimoine parce qu'ils ont vendu à la découpe. Et donc, ils ont eu beaucoup d'associations de résidents qui se sont liguées contre eux, avec donc des problèmes sociaux derrière. L'avantage, c'est qu'on oublie les choses. Mais le jour où ils voudront sortir de ce patrimoine-là, va se reposer les mêmes difficultés. Et oui, vous avez raison, tout n'est qu'une histoire de cycle et on oublie. Et voilà. Donc les institutionnels vont revenir sur le résidentiel, c'est une très bonne nouvelle. Et puis ils en sortiront et puis on verra ce que ça donne. Oui, le sentiment de marché qu'on peut avoir, c'est le bureau a fait un peu peur, donc ça a été un très gros cycle avec de très gros investissements, mais pour plein de raisons à la fois macroéconomiques et microéconomiques. Les obligations qui rapportent beaucoup moins, les assureurs qui réallouent un peu plus sur le bureau, enfin sur l'immobilier commercial. Donc une vague d'investissement, et puis plus il y a d'investisseurs, plus les prix montent, plus les valeurs en elles-mêmes augmentent, donc plus le montant en absolu augmente. Et les rendements baissent. Voilà. Donc les rendements baissent et on arrive à... finalement, on n'a plus besoin de bureaux, donc tout le monde panique. Et on en revient à, finalement, de quoi on a vraiment toujours besoin? C'est ça. Le logement. Et par contre, pourquoi les institutionnels sont partis du logement? Parce que petite surface, parce que beaucoup d'asset management finalement, avec des durées de location qui je crois sont 3-4 ans, donc ça veut dire qu'on a 25 à 30% du parc qui se vide tous les ans. C'est du boulot, il faut relouer, ça a des coûts, il faut repasser un coup de peinture. Alors qu'un bon locataire bureau avec un bail 9 ans, c'est quand même beaucoup moins de travail. C'est en fait, plus simple à gérer. C'est beaucoup plus simple à gérer, ça fait moins de lignes. Alors aujourd'hui, on a plein d'outils pour automatiser plein de choses, mais ça reste quand même voilà, un plateau de 1500 m², ça fait combien d'appartements de 100 m²? Ça en fait 15 tout simplement. Donc, c'est 15 les appartements de 100 m², dans le neuf, il n'y en a pas beaucoup. Oui, exactement. Donc, c'était juste par paresse intellectuelle que j'ai... que c'était plus simple de faire le calcul. Mais alors, bonne chose ou mauvaise chose, on n'en sait rien, mais l'idée, c'est que on voit bien la logique de l'institutionnel qui se dit je vais aller sur le résidentiel. Peut-être que j'ai du bureau, peut-être que je peux tenter de convertir ce bureau en résidentiel, mais on va se rendre compte que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est loin d'être aussi évident. À moins d'avoir quand même du temps devant nous, peut-être quelques années avant de reconsidérer vraiment des quartiers en entier. Et peut-être que d'ici là, en fait, on aura une économie qui sera repartie, on aura un peu oublié tout ça et on reviendra dans une autre phase du cycle, quoi. Pas impossible, mais voilà. Donc voilà, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, mais non, c'est des choses intéressantes. Je voudrais revenir sur quelque chose qui m'interpelle, la difficulté des institutionnels de sortir du logement. Donc c'était de la vente à la découpe et vous évoquez le fait que ça crée voilà, des problèmes avec le voisinage, avec... Le sujet, c'est qu'ils avaient des paquets de logements, c'était des immeubles entiers, ils louaient à des loyers préférentiels. Et donc, quand ils sont sortis de ce schéma-là, ils ont vendu à des investisseurs privés, à la découpe, et le loyer a évolué
en fonction de la nature du porteur de l'appartement. Oui. Donc tous les gens qui payaient, on va dire, 100 € de loyer ont dû payer 150 le lendemain, avec un nouveau propriétaire, et c'était plus possible pour eux. Donc ils ont été obligés d'être délogés, de déménager. Et ça a été, je crois que là on est dans les années 96-2000, les institutionnels étaient au banc quand même de pas mal d'associations de locataires et étaient très critiqués par le gouvernement de l'époque. D'accord, oui, je comprends mieux. C'est effectivement c'est à ce moment-là qu'on parle de financiarisation de l'immobilier aussi, où je réagis par rapport à l'augmentation des loyers. C'est-à-dire que c'est devenu un investisseur qui détenait ça et qui, lui, investit pour avoir un rendement derrière. Et le rendement, s'il n'est pas assez élevé, en fait, il arbitre, il fait peut-être autre chose. Donc, s'il investit dans ce logement, c'est pour avoir un rendement. Et ce rendement vient en conséquence d'un loyer qui est plus élevé. Et d'où la succession de problèmes que ça peut poser. Ouais, sur le mot financiarisation, je le remettrai plutôt après la crise de 2008. Et donc à partir de 2010, quand les taux ont baissé drastiquement et les taux directeurs sont devenus négatifs et n'arrivent pas à remonter depuis, où là, avec les tonnes de liquidités qui ont été mises sur le marché et des taux négatifs, on a totalement inversé, comme diraient des vrais économistes, on a changé de paradigme. Et donc avoir une rentabilité de 3, qui est le cas du résidentiel qui paraissait ridicule dans les années avant 2010, est devenu énorme parce que, ce que vous disiez, les obligations étaient négatives, parce que les taux de rendement étaient proches des zéros, voire négatifs. Et le bureau, jusqu'à l'année dernière, était largement au-dessus des logements, et on voit qu'il est en train de sérieusement s'éroder aussi, d'où la réaffectation des investissements du bureau vers le logement qu'on est en train d'observer depuis les derniers mois. Et d'où cette question qui revient encore sur qu'est-ce qu'on va faire de nos bureaux. On va sûrement avoir un taux de vacances qui va augmenter, et puis on verra un peu comment va se passer la suite. Ouais, et puis si on revient sur notre sujet qui est le logement, ça va aussi questionner et les élus et les populations locales qui vont voir des bureaux, là encore, ce qu'on évoquait tout à l'heure, plutôt en banlieue, vides pendant des années, parce que cela, pour se relouer, ça va mettre un peu de temps. Et il va y avoir on parlait d'offre et demande, là c'est l'offre et la demande qui vont jouer dans l'autre sens. C'est que comme il y aura beaucoup d'offres et peu de demandes, ça va faire baisser les prix. Et donc c'est des choses qui vont rester vides, dégradées. Et jusqu'à présent, les populations locales et les élus préféraient voir des bureaux que le logement, parce qu'un bureau, ça rapporte de l'argent, ça rapporte de la taxe, ça n'a pas besoin de services, puisque les gens sont là que la journée, donc ils n'ont pas besoin d'école, ils n'ont pas besoin de commerce, ils n'ont pas besoin de sport. C'est un super client qui amène de l'argent et qui n'amène pas de contraintes économiques à la commune. Et bien là, quand on va voir qu'il y a un truc qui se dégrade dans le temps, qui peut être squatté, qui s'abîme, qui n'est pas beau, le logement, c'est bien, quoi. Donc ça va aussi permettre, je l'espère, de redonner de l'importance à l'objet qu'on défend, nous, depuis presque un siècle dans le groupe, le logement. Oui, donc ça va sûrement susciter un certain nombre de réflexions. Mais pas tout de suite. C'est le problème de notre métier. On parlait de temps long pour transformer des quartiers. C'est aussi un temps long pour comprendre l'intérêt de produire des logements et la carence qu'on est en train de produire aujourd'hui, parce qu'on ne produit pas assez de logements par rapport à notre natalité, même si elle est en baisse, mais je suis convaincu qu'elle va remonter en 2021 par rapport à l'immigration naturelle que l'on a et qui est positive pour notre économie. On va avoir un vrai problème de mal logement dans les années à venir. Oui, et ça peut s'anticiper, mais en tout cas, ça peut, mais c'est des sujets qui sont à la fois complexes et qui réunissent beaucoup de gens, donc dès qu'on a beaucoup de gens, et en particulier des Français autour de la table, les décisions peuvent être un peu longues à prendre. Donc il y a beaucoup de contradictions. Oui, effectivement. Mais est-ce que c'est les Français ou est-ce que c'est dans la nature humaine ? Est-ce que c'est la nature humaine, Autre sujet. Mais en tous les cas, on voit poindre un point d'interrogation sur cette nécessité de produire du logement, de libérer du foncier, de pas forcément transformer tous nos bureaux en logement parce que ça s'y prête pas, parce que techniquement c'est compliqué, parce que on revient toujours à l'emplacement. Et aujourd'hui, finalement, sur les 50 dernières années, on a produit des pôles avec beaucoup de bureaux à certains endroits, beaucoup de logements à d'autres endroits. Et en plus, on a une utilisation du bureau qui pointe des différences aujourd'hui, où on voit moins le modèle de la tour. On voit toujours l'idée d'un siège, mais beaucoup de bureaux un peu éclatés un peu partout qui pourraient être beaucoup plus proches des logements.
Et c'est vrai que c'est une recomposition qui va, si elle se fait comme ça, en tout cas, pourrait prendre un petit peu de temps. Mais alors, est-ce que ça résout notre problème d'étalement, ou est-ce que ça compense le problème de l'étalement, parce que finalement on est dans notre ville de quart d'heure tous les quarts d'heure, quoi. Hein, et ouais, une recomposition complète du paysage. Bon, là c'est encore très prospectif, mais je dis toujours, j'ai pas de boule de cristal, j'en sais rien, mais j'aime bien faire des scénarios. Du coup, les réflexions aujourd'hui, en tout cas sur l'usage du bureau, évoluent sur comment peut-être placer le bureau plus proche de là où vivent les gens. On a aussi des réflexions de sortir des zones denses pour aller dans les métropoles secondaires, sans jugement de valeur, sans snob on va dire, où l'immobilier est moins cher, donc les gens quand ils viennent travailler là, ils ont une qualité de vie qui est un peu plus importante, mais on revient sur le bureau, quelle est la contrainte du bureau sur le logement. Et aujourd'hui, quand on voit qu'on est dans des zones très très denses comme la zone parisienne, où les prix sont très très élevés, on va dire, vivre à Paris pour travailler à Paris, ça pose la contrainte du logement qui est peut-être moins sympa que là où on a un peu plus de place, quoi. Mais nous, on a du boulot, on a des théâtres, on a des services. Normalement, quand on veut faire des courses à 22h, 23h, on peut faire des courses, ce qui n'est pas le cas partout. Nulle part. Enfin, à part Paris, Ouais. c'est le cas nulle part. Oui. Ou quasiment nulle part. Donc, les métropoles, c'est des villes de service. Enfin, c'est pas, là encore, c'est pas une connerie. Alors, on a l'impression aujourd'hui que on a fait une grosse erreur à construire des métropoles, mais on regarde, à mon avis, là encore, les choses d'une façon trop réduite par rapport à la crise du Covid. Et ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la prospective des campus, faire des bureaux d'une façon différente, vous avez un exemple extraordinaire, c'est Sophia Antipolis. Sophia Antipolis, donc derrière Antibes, sur la commune de Biot principalement. Donc on est sur aujourd'hui ce qui s'appelle la métropole de Nice, enfin pas exactement, mais c'est ça le driver du coin. Donc on a fait des bureaux éclatés dans un paysage magnifique, derrière le bord de mer. On a juste oublié de mettre les logements, les commerces et le transport. Donc si ce phénomène de campus que vous évoquiez doit fonctionner, et ça a une réalité, et ça fonctionne dans certains endroits, il faut mettre des transports publics, donc il faut investir. Il faut mettre effectivement des logements avec des bureaux, et puis pas oublier les services. Et donc dans les services, il y a le commerce de proximité, même si aujourd'hui on se fait livrer beaucoup de choses. La ville du quart d'heure, c'est juste le village du début du XXe siècle. Hein. On n'a pas inventé grand-chose. On revient des fondamentaux qu'on connaît déjà finalement. Exactement. Mais les services, c'est aussi les écoles, c'est les crèches, c'est les hôpitaux, c'est tout un tas de besoins primaires ou devenus primaires. Exactement. Et que la crise sanitaire nous a rappelé l'importance. Mais effectivement, je parlais de la recomposition des bureaux, mais on en revient à, si on a des zones de bureaux très denses, elles doivent se réinventer pour devenir un peu mixtes et correspondre à cette logique de village avec cette logique de service. Mais se dire on va faire l'idée de un peu de taylorisation de l'immobilier où là c'est des bureaux, là c'est des logements et puis on va se débrouiller entre les deux. Ça revient à faire des pôles de bureaux où le RER A est blindé tous les matins pour aller à la Défense et c'est l'horreur. Et on dit à tout le monde décaler d'un quart d'heure le début, et en fait ça marche pas du tout parce que tout le monde commence à la même heure. On en revient à quelque chose qui sera peut-être un peu plus fin, mais bon, affaire à suivre, quoi. Mais si on le pense par le logement, on a peut-être une équation qui est plus simple à résoudre, quoi. En se disant, si on fait du logement et à partir de ce logement, on fait les services et on fait les bureaux, on fait toute l'économie, ce sera peut-être un peu plus logique. Bon, voilà. La logique, et vous avez raison, le seul problème, c'est que le logement coûte dans la tête des élus plus d'argent qu'il ne rapporte. Donc il vaut mieux commencer par le bureau, qui fait exactement l'inverse. Mais on ne construit pas la ville de demain, ça c'est sûr. Oui, ce que vous évoquiez, c'est que c'est quand même un bon client, le bureau pour... C'est un super client. ne l'oublions pas. D'accord. Ok, c'était super intéressant. Je pense qu'on
On a évoqué le sujet au sens large, très très large, mais c'était super intéressant comme discussion. Donc je vous remercie encore de votre participation. On a encore une fois appris plein de trucs et on a eu de bonnes réflexions. Donc écoutez, j'espère. On s'est pas complètement perdu. Ceux qui écouteront ce podcast penseront comme nous. Super. Merci. On espère qu'on aura du retour. Merci encore.